Bienvenue dans la suite du cours de l'IDF sur l'immunodéficience primaire et sur le traitement à l'immunoglobulines. Cette section finale couvrira le traitement aux immunoglobulines en sous-cutané. Je m'appelle Beth Younger, je suis infirmière clinicienne à l'université Johns Hopkins à Baltimore, dans le Maryland. Je suis actuellement en charge de plus de 250 patients nécessitant un traitement à l'immunoglobulines. Madame Epland a déjà parlé de l'histoire du traitement à l'immunoglobulines. Le traitement en sous-cutané a commencé dans les années 50. C'était le premier mode d'administration du traitement à l'immunoglobulines. Dans les années 60 et 70, le traitement se faisait plutôt en intramusculaire, ce qui posait beaucoup de problèmes à nos patients, comme l'a évoqué Madame Epland. Puis le traitement s'est fait par intraveineuse, mais de nombreux patients ne supportaient pas l'immunoglobuline par intraveineuse. Les médecins décidèrent donc d'injecter de petites doses d'immunoglobulines en sous-cutané. Même si ce traitement était considéré comme hors norme, les patients semblaient le tolérer bien mieux que celui par intraveineuse. Début 2000, le premier produit spécifiquement conçu pour le traitement en sous-cutané est introduit aux États-Unis. Et ce mode d'administration devient très populaire à mesure que le nombre de patients utilisant ce mode d'administration pour leur traitement à l'immunoglobuline augmente. Cette diapositive couvre les points forts de l'évolution du traitement de remplacement. L'immunoglobuline en sous-cutané est très similaire à l'immunoglobuline par intraveineuse. Elle est fabriquée de la même manière et en suivant les mêmes étapes, qui font de cette dernière un produit sûr et efficace. La SCIG fonctionne de la même manière que l'immunoglobuline par intraveineuse, fournissant des anticorps d'immunoglobuline G pour une vaste gamme d'agents pathogènes, bactériens, fongiques et viraux. Elle neutralise ces antigènes et augmente l'opsonisation. L'immunoglobuline en sous-cutané augmente les niveaux de sérum d'immunoglobuline G. Il faut savoir que ces produits à l'immunoglobuline sont presque entièrement de l'immunoglobuline G et n'ont pas été conçus pour remplacer l'immunoglobuline M ou l'immunoglobuline A. Par conséquent, un patient ayant uniquement une déficience en immunoglobuline A sélective ne pourra pas recevoir un traitement de remplacement à l'immunoglobuline. L'immunoglobuline en sous-cutané est actuellement approuvée par l'organisme de surveillance des aliments et des médicaments pour le traitement des immunodéficiences primaires uniquement. Nous ne savons pas si les plus faibles doses d'immunoglobuline fréquemment utilisées pour le traitement en sous-cutané peuvent traiter efficacement les maladies auto-immunes. Nous ne savons pas s'ils possèdent des propriétés immunomodulatrices. C'est pourquoi certains médecins utilisent l'immunoglobuline en sous-cutané. Il s'agit actuellement d'une indication hors norme non approuvée par l'organisme de surveillance des aliments et des médicaments. Cependant, la recherche tente à prouver ces indications et ces usages. Divers produits sur le marché sont approuvés pour l'usage en sous-cutané. Ces produits diffèrent de nombreuses manières, incluant la concentration du produit, les agents stabilisateurs, les méthodes de sûreté virale et la teneur en sodium, ainsi que l'immunoglobuline A qu'il pourrait contenir. Tout comme les produits par intraveineuse, tous les patients ne toléreront pas les produits en sous-cutané. Les agents stabilisateurs, le débit de perfusion recommandé, le volume de perfusion maximum par site et d'autres facteurs diffèrent. Vous devrez déterminer, entre autres choses, si l'usage par intraveineuse ou en sous-cutané sera approprié en fonction de la réponse clinique individuelle, de la tolérance et de l'implication du patient. Plus important encore, les deux produits sont aussi efficaces l'un que l'autre. Ils offrent tous les deux l'immunoglobuline de remplacement dont les patients ayant un déficit en anticorps ont besoin. Il faut tenir compte de l'avis des patients. Préfèrent-ils un traitement par intraveineuse ou en sous-cutané? La qualité de vie est un facteur important. Aux États-Unis, le remboursement peut représenter un problème. Certaines compagnies d'assurance n'ont pas les mêmes politiques en matière de remboursement des soins médicaux.
Ainsi, l'immunoglobuline n'est pas couverte de la même manière partout aux États-Unis. Le prescripteur devrait également prendre d'autres facteurs en compte en fonction de chaque patient. En ce qui concerne le traitement en sous-cutané, le facteur engagement est important. Le patient ne sera pas surveillé par un professionnel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'infirmière pour placer l'IV et administrer le médicament. Les patients devront démarrer le traitement tout seuls chez eux. Ils doivent être sérieux et respecter le traitement. Il ne faut pas prescrire ce traitement à un patient qui ne se perfusera pas régulièrement sans supervision clinique ou qui aura une incapacité physique qui pourra affecter sa capacité à s'auto-traiter. Le prescripteur pourra faire une évaluation mensuelle de ce patient spécifique après le démarrage du traitement. Les patients pourraient avoir des problèmes d'accès par intraveineuse. Certains patients, comme le souligne Madame Epland, souffrent d'effets indésirables importants. Il peut également y avoir des risques de comorbidité. La décision d'un traitement par intraveineuse ou en sous-cutané devrait dépendre de tous ces facteurs. Comme nous l'avons déjà dit, la plupart des produits, qu'ils soient par intraveineuse ou en sous-cutané, offriront l'immunoglobuline de remplacement dont les patients auront besoin, et sont tous aussi efficaces. Cette diapositive montre l'efficacité comparable entre l'immunoglobuline en sous-cutané et par intraveineuse. Le facteur essentiel, et la diapositive la plus importante de cette présentation, tient compte des niveaux de sérum de l'immunoglobuline. Une dose par intraveineuse mensuelle envoie une haute dose d'immunoglobuline directement dans le système circulatoire. C'est pourquoi, le jour de l'administration de l'IVIG, le plasma de l'immunoglobuline est à son niveau le plus élevé. La demi-vie de l'immunoglobuline est d'environ 21 jours. C'est pourquoi le niveau chutera de manière significative au cours des 3 semaines suivantes, indiquées par la ligne verte de cette diapositive, avant d'atteindre un niveau faible. Certains patients sont très sensibles à ce niveau faible, et au cas où ils entretiendraient un journal de leurs maladies et symptômes, ils constateront que 3 semaines après leur injection par intraveineuse, ils auront le nez bouché, de la fièvre, et se sentiront fatigués. Il sera temps de recevoir une autre dose d'immunoglobuline par intraveineuse. Avec l'immunoglobuline en sous-cutané, comme indiqué par la ligne rouge, dès que vous atteignez un état stable, le niveau de sérum d'immunoglobuline G ne change presque pas. Les patients tendent à profiter de ce niveau consistant d'immunoglobuline et ne déclarent pas d'infection, ne sont pas fatigués et ne ressentent pas d'autres symptômes qu'ils pourraient ressentir avec une immunoglobuline par intraveineuse. La voie d'administration pourrait être un facteur très important pour des personnes déclarant souvent des infections ou pour des patients qui pourraient ressentir des symptômes vers la fin de leur cycle d'IVIG, comme précédemment mentionné. La préférence et la qualité de vie du patient sont des facteurs d'égale importance. De nombreuses études ont été menées, et cette diapositive illustre les cas où les patients traités en sous-cutané ont vu leur qualité de vie s'améliorer. Les patients atteints d'immunodéficience primaire ont une maladie chronique. La maladie chronique aura un impact psychologique sur les patients qui se sentiront impuissants et dépendants des autres. Donner la possibilité aux patients de s'auto-administrer et de contrôler leur traitement peut avoir des effets positifs. Donner du pouvoir aux patients atteints d'une maladie chronique est une étape importante dans la bonne direction. C'est un rôle important que les infirmières peuvent jouer auprès des patients souffrant de ce genre de maladie chronique. Le remboursement est un autre problème et je parle d'abord de la situation aux États-Unis. Étant donné que toutes les polices d'assurance sont différentes, les taux de remboursement diffèrent, en particulier dans le cas de l'immunoglobuline en sous-cutané, qui est un tout nouveau traitement. Le traitement aux immunoglobulines, peu importe son mode d'administration, est cher. Il coûte environ 75 000 et 100 000 $ américains par an. La plupart des gens ne peuvent pas se permettre une telle médication. C'est pourquoi il faut se pencher sur les indemnités d'assurance, les quotes-parts et déterminer les coûts actuels du patient. À première vue, l'immunoglobuline sous-cutanée pourrait sembler plus coûteuse
Mais lorsque l'on compare les frais infirmiers, de perfusion et des visites à domicile par rapport à ceux de l'administration par IV, les coûts de l'intraveineuse sont plus élevés que ceux du traitement aux immunoglobulines de remplacement en sous-cutané. Les indemnités d'assurance diffèrent en fonction du patient, c'est pourquoi cette décision doit être prise avec le patient. En tant que prescripteur, vous devez prendre de nombreux facteurs en compte. Il faudra s'assurer que le patient respectera son traitement. Si un patient semble ou avoue qu'il oublie de prendre son traitement pour la tension au quotidien, il faudra se demander s'il sera capable de respecter son traitement sous-cutané hebdomadaire. Car il s'agit d'une procédure un peu plus compliquée que la simple prise d'une pilule pour la tension chaque matin. Certains patients devront être vus plus régulièrement en clinique. Les patients avec d'autres comorbidités, ayant besoin d'une surveillance plus fréquente, bénéficieront d'une visite mensuelle suite à la perfusion. Le prescripteur devra les voir plus fréquemment et pourront leur demander de venir pour recevoir une dose par intraveineuse mensuelle. L'administration d'immunoglobulines en sous-cutané nécessite manipulation et dextérité. Les patients souffrant de comorbidités, par exemple de l'arthrite, pourraient avoir des difficultés à s'automédiquer. Ceci devrait être pris en compte pour le choix entre un usage par intraveineuse et en sous-cutané si une aide infirmière était impossible. En se basant sur le facteur psychologique, le prescripteur choisira de prescrire un traitement plutôt qu'un autre. Par exemple, chez des patients atteints de bronchectasie ou d'une maladie chronique des poumons, il pourrait s'avérer bénéfique de garder des niveaux de sérum d'immunoglobuline G plus consistants et d'éviter les montées et les baisses associées aux perfusions en intraveineuse pour mieux contrôler les maladies chroniques des poumons. Le prescripteur doit s'engager à aider les patients à choisir le bon traitement. Il ne s'agit pas d'un traitement consistant à apprendre aux patients et à les renvoyer sans suivi. Il nécessitera des ajustements et un suivi des patients ayant des problèmes avec le traitement. Le prescripteur doit être intimement impliqué dans ce suivi et être aussi engagé que le patient. Les effets indésirables sont des facteurs importants à prendre en compte lors du choix d'un produit. Madame Epland a particulièrement bien décrit les problèmes de l'immunoglobuline par intraveineuse, à savoir des maux de tête, des nausées, de la fatigue, des douleurs corporelles ou un sentiment d'abattement. Malgré une pré- et post-médication, certains patients ne supportent pas les effets de la transfusion. L'immunoglobuline en sous-cutané est administrée en plus petite dose et absorbée lentement. Les patients ayant des effets indésirables avec l'immunoglobuline par intraveineuse ont souvent moins d'effets indésirables avec l'immunoglobuline en sous-cutané. Nous pensons que les petites doses d'immunoglobuline fréquentes, qui sont absorbées lentement, aident à soulager ou à réduire les effets indésirables systémiques comme les maux de tête et les frissons. En pratique, certains patients doivent se préparer à l'immunoglobuline par intraveineuse en prenant du paracétamol, des stéroïdes ou des médications contre la migraine. Dans notre clinique, nous avons fait passer ces patients au traitement en sous-cutané et avons constaté qu'ils n'avaient plus besoin de prémédication. Cela ne signifie pas que les perfusions en sous-cutané ne provoquent aucun effet indésirable. Cependant, la plupart des réactions au traitement en sous-cutané sont des réactions locales, incluant un ou plusieurs des éléments suivants: gonflement, démangeaison et inflammation du site de perfusion. Ces réactions zonales diminuent à mesure que le médicament est absorbé et avec le temps, pendant le traitement du patient, les événements systémiques sont relativement rares. Qu'est-ce que l'immunoglobuline en sous-cutané? Il s'agit d'une immunoglobuline injectée dans le tissu sous-cutané à l'aide d'une pompe à injection ou d'une pompe à seringue. La dose sous-cutanée hebdomadaire représente généralement un quart de la dose par intraveineuse mensuelle. Elle est généralement auto-administrée ou administrée par un membre de la famille ou un praticien, pas par une infirmière.
Le rôle de l'infirmière est très important. Le prescripteur et l'infirmière doivent prendre en considération les facteurs précédemment abordés. Choisir le bon patient, veiller à ce que le patient comprenne sa maladie et l'importance globale du traitement à l'immunoglobuline de remplacement. Lorsqu'un diagnostic d'immunodéficience primaire est fait, les patients doivent comprendre le diagnostic et pourquoi il pourrait ne pas y avoir de remède. Cela peut certainement être géré. Les patients jouent un rôle important dans la gestion de la maladie. La conception du régime est importante. Il est insuffisant, de la part du prescripteur, de dire que le patient a besoin de 4 grammes de traitement à l'immunoglobuline en sous-cutanée par semaine. Il est important que le prescripteur prenne en compte la manière dont ces 4 grammes seront donnés. Le prescripteur devrait mettre au point un programme de perfusion en collaboration avec le patient. Le patient doit complètement collaborer lors de la décision du programme de perfusion. Dans ma clinique, nous parlons des capacités nécessaires à l'auto-administration que nous aborderons plus avant. Le besoin de surveillance et la gestion du traitement du patient sont également importants. Qui sont les meilleurs candidats à l'immunoglobuline en sous-cutanée? Tous les patients devraient être informés des différents traitements disponibles. La plupart des patients ayant une déficience immunitaire et ou une hypoimmunoglobulinémie. Les bons candidats sont les patients ayant des antécédents d'effets indésirables ou d'intolérance au traitement par intraveineuse, les patients ayant des problèmes d'accès veineux, ayant besoin de plusieurs injections par mois pour avoir un traitement optimal, et les patients souhaitant être plus autonomes qu'avec les injections par intraveineuse, que ce soit à l'hôpital ou chez eux. Les patients pouvant supporter l'immunoglobuline par intraveineuse doivent y consacrer 3 ou 4 heures par mois. Une situation convenant à certains patients, mais pour ceux qui travaillent, le traitement empiète sur leurs heures de travail, et cela signifie également moins de temps pour étudier si vous êtes étudiant. Manquer l'école au cours élémentaire n'est pas très grave, mais au lycée, manquer une demi-journée par mois pourrait devenir problématique. Il faut également prendre en compte les comorbidités. Par exemple, chez les patients atteints d'une infection abdominale inflammatoire ou d'entéropathie exsudative, une faible dose d'immunoglobuline fréquente pourrait fournir une meilleure prophylaxie qu'une haute dose qui serait rapidement excrétée. La volonté du patient de contrôler et de gérer sa maladie est très importante. Il est essentiel de se rappeler que le patient est la personne malade et que tous les aspects du programme de traitement doivent être décidés en gardant ce fait à l'esprit. Les recommandations de dosage du traitement en sous-cutané sont souvent comprises entre 100 et 200 mg par kilogramme par semaine. Le dosage varie en fonction du patient et doit être personnalisé en fonction des niveaux devant être atteints et, plus important, en fonction de la réponse clinique. Si un patient sous traitement en sous-cutané a toujours des sinusites, des bronchites ou d'autres infections, vous devrez envisager d'augmenter la dose. La réponse clinique est aussi importante que les valeurs en laboratoire. Les niveaux d'immunoglobuline G peuvent être mesurés n'importe quand, car il n'y a pas de fluctuation importante. Les niveaux d'immunoglobuline peuvent être mesurés avant une dose, après une dose, 3 jours avant une dose, 3 jours après une dose, cela ne fait aucune différence. Ce traitement reste coûteux. C'est pourquoi la dose devrait être conçue pour éviter toute perte de médicaments. Le dosage peut être soit augmenté, soit diminué en fonction du conditionnement du produit, afin de ne pas faire de gâchis. Par exemple, si la dose est d'1,5 g et que le produit est proposé en flacon d'1 ou 2 g, des doses hebdomadaires alternées d'1 g et de 2 g peuvent être adaptées. Vous administrez donc un total de 3 g toutes les 2 semaines. Les infirmières jouent un rôle prépondérant dans la formation à l'immunoglobuline en sous-cutanée. Le succès de ce traitement dépend entièrement de la qualité de l'enseignement initial,
Pas seulement de la technique d'administration du traitement, mais des attentes post-formation. L'infirmière doit assurer l'instruction sur la maladie et sur l'importance du traitement. Les patients doivent comprendre, dans la plupart des cas, qu'il s'agit d'une maladie qui les suivra toute leur vie. Il ne s'agit pas d'un traitement qui, lorsque les patients atteignent des niveaux d'immunoglobuline G corrects, peut être arrêté puis repris lorsque les niveaux chutent à nouveau. Il est essentiel que le traitement soit constant. Le rôle de l'infirmière implique l'enseignement de l'auto-administration, mais aussi de la résolution des problèmes et des ajustements, pouvant être des ajustements faits par les patients eux-mêmes ou des ajustements devant être faits avec le prescripteur. Les infirmières jouent un rôle d'avocat pour leurs patients et les encouragent à contrôler leur maladie et leur traitement. Et c'est de cette manière que le traitement fonctionnera. L'infirmière devra enseigner les points importants aux patients afin qu'ils comprennent les avantages du traitement. Expliquer que le traitement et que les fondements sont importants. Concernant les niveaux d'immunoglobuline G stables, les patients devront comprendre l'importance du respect de l'administration afin de fournir des niveaux d'immunoglobuline G consistants et d'établir un programme de traitement fiable. Les patients doivent également comprendre ce qu'ils doivent attendre de leur traitement, comprenant combien de temps prendra la perfusion, quels seront les effets indésirables du traitement et de quel équipement ils auront besoin. Ils doivent également s'attendre à une période d'ajustement pour s'adapter au nouveau traitement. Je dis aux patients que la première injection d'immunoglobuline en sous-cutanée est toujours la plus difficile et que tout ira mieux après les injections suivantes. Cependant, ils ne devraient pas se faire d'illusions quant à leur première injection. Les patients doivent avoir des instructions écrites claires quant à leur régime de perfusion, ainsi que des consignes de sortie. Revenons au scénario de Madame Epland. Il existe une recette qui marche, et il est important d'avoir cette recette par écrit. Les patients doivent également avoir des ressources en cas de problème et de questions sur le suivi. Ils doivent savoir qui appeler, pour quelles raisons ils devraient appeler, et quand appeler en fonction de leurs problèmes. Les patients devraient être informés de manière appropriée sur ce qu'ils traverseront, comme la durée de la perfusion, les réactions auxquelles ils devront s'attendre sur le site d'injection et sur leur gestion. Une formation efficace du patient implique l'utilisation d'outils d'enseignement appropriés. Ces derniers doivent également être personnalisés, car tout le monde n'apprend pas de la même façon. Certains patients apprennent plus de manière visuelle, d'autres préfèrent la pratique, certains préfèrent écouter, puis mettre en pratique ce qu'ils ont appris. J'enseigne plutôt en faisant regarder et écouter les patients, puis je leur donne des instructions écrites qu'ils pourront consulter. Cette technique marche bien pour la plupart des gens, bien que d'autres aient besoin d'instructions écrites sous la main pendant l'enseignement. L'évaluation de la compétence du patient est importante. Les patients doivent revenir et démontrer qu'ils ont été formés de manière efficace. Les patients doivent s'engager, s'impliquer et obtenir une assistance après la formation. Les décisions impliquant le patient, l'enseignement et le prescripteur incluent le nombre de sites qui seront utilisés, ainsi que le volume par site. Pour les enfants, cela n'entre pas en ligne de compte, mais pour un adulte ayant besoin de 10 grammes d'immunoglobuline en sous-cutanée par semaine, cela signifie 50 ml d'un produit à 20% ou de 100 ml d'un produit à 10% injecté en sous-cutanée, ne pouvant pas être injecté au même endroit. La durée de la perfusion souhaitée est également importante. Les patients doivent déterminer la durée de leur perfusion. S'ils souhaitent une perfusion plus rapide, il faudra la diviser en 2 perfusions par semaine, où il faudra augmenter le nombre des sites de perfusion. La longueur de l'aiguille est également un facteur important au succès de ce traitement et devrait également être prise en compte par l'infirmière, car cela pourrait affecter la réaction locale. Toutes ces décisions doivent être prises en collaboration avec le patient. Si vous prescrivez un programme trop difficile à suivre, le patient ne le respectera pas.
Il existe un ensemble de capacités pouvant être enseignées pour l'auto-administration. Les patients doivent se familiariser avec l'équipement et savoir le manipuler. Ils doivent comprendre la technique aseptique et le contrôle des infections. Cela ne doit pas être une procédure stérile, mais une procédure propre. Si vous préparez une perfusion dans votre cuisine, vous ne devez pas la faire sur une surface sur laquelle vous avez fait à manger. Nous vous recommandons de choisir et de vous servir d'une zone propre pour la préparation et d'utiliser des techniques aseptiques pour préparer l'équipement si nécessaire. L'installation de la pompe, la préparation du kit de perfusion, le choix du site et l'insertion de l'aiguille sont des procédures que le patient doit accomplir avec dextérité. L'infirmière doit expliquer les avantages du traitement, les effets indésirables attendus, ainsi que leur gestion. Les patients doivent tenir un journal indiquant la dose administrée, la manière dont ils l'ont administrée, où ils l'ont administrée et les éventuels problèmes de dosage ou avec une perfusion particulière. Cette diapositive montre un exemple d'équipement sous-cutané. Il n'est pas exhaustif, mais vous donne une idée des différents types de pompes sur le marché qui administreront le traitement, comme des pompes à cassette roulante ou des pompes à seringue. Il existe différents types de jeux d'aiguilles simples et multiples, incluant des jeux composés de 6 aiguilles séparées, aidant à administrer le traitement simultanément sur tous les sites. Il existe également des dispositifs d'insertion d'aiguilles qui pourraient être efficaces pour les enfants. J'implique mes patients pédiatriques très tôt et je les aide à comprendre que ce traitement fait partie de leur vie. J'encourage les enfants à prendre un rôle actif dans l'administration du traitement le plus tôt possible. Même si c'est juste arrêter et mettre en marche la pompe ou appuyer sur le bouton du dispositif d'insertion d'aiguille. Le choix d'un bon site de perfusion est important. En général, un endroit où le patient peut pincer un pouce convient à l'administration du médicament. Pour la plupart des patients, ce sera dans l'abdomen, où l'aiguille pourra être placée en toute sécurité dans le tissu sous-cutané. Les patients peuvent également utiliser la face supérieure externe de leurs fesses ou le dessous de la partie supérieure de leurs bras. Les patients détermineront eux-mêmes quel site fonctionnera le mieux pour eux. Comme avec ce traitement, le même site ne conviendra pas à tous les patients. Il en va de même pour l'auto-administration d'une perfusion. La chose importante à ne pas oublier lorsque vous utilisez plusieurs sites est qu'ils devraient être espacés de 2 pouces. L'espace correct est la distance entre le pouce et l'index. Lorsque vous perfusez dans votre masse grasse, le médicament n'est pas administré dans un espace de circulation de fluide, comme la perfusion dans une veine, mais plutôt dans une zone ayant une pression de retour. Les cellules adipeuses sous-cutanées doivent être séparées du médicament pour qu'il entre dans le corps. Lors des premières perfusions, on constate généralement un gonflement ainsi que la formation d'une petite bosse. Par la suite, les cellules sous-cutanées s'habituent à la perfusion du médicament et si vous utilisez la même zone générale, elles se déplaceront plus facilement lors des prochaines perfusions. Au lieu d'avoir un gonflement vers l'extérieur, vous obtenez une répartition plus lisse du médicament. C'est pourquoi de nombreux patients préfèrent utiliser la même zone générale. Je leur conseille toujours de ne pas rechercher le trou utilisé la semaine passée. De petites bosses, appelées perles, étant des zones arrondies de tissu durci, peuvent se former et disparaître avec le temps. Les patients devraient éviter ces perles lorsqu'ils insèrent les aiguilles. La rotation des sites est une décision que les patients peuvent prendre seuls. La plupart des patients tendent à utiliser la même zone générale et à ne pas changer de site de perfusion toutes les semaines. Rappelez-vous que le médicament doit être injecté en sous-cutané. Tous les produits sur le marché, pour le moment, irritent le derme. Chez certains patients, la technique de remplissage ou de tirage de la peau fonctionne très bien pour l'insertion des aiguilles. L'aiguille entre en toute sécurité dans le tissu sous-cutané.
Sinon, l'application d'une légère tension sur la peau et la tirer avant d'insérer l'aiguille pourrait mieux fonctionner si le tissu sous-cutané est important. Quelle que soit la méthode utilisée, l'aiguille doit être bien placée dans le tissu sous-cutané afin que le médicament soit injecté dans le tissu sous-cutané et non pas dans le muscle ni superficiellement dans le derme. La comparaison donnée aux patients est une part de gâteau avec du glaçage dessus. Le glaçage représente le derme et le gâteau, le tissu sous-cutané. L'aiguille doit entrer en toute sécurité dans le gâteau et non pas dans le glaçage. Les patients comprennent généralement très bien cette comparaison. L'aiguille affecte de manière importante la réaction zonale. Une aiguille trop courte peut entraîner une injection du médicament dans la couche intradermique, ce qui pourrait entraîner une irritation plus importante, ainsi qu'une gêne aiguë. Il peut également y avoir des fuites sur le site si l'aiguille est trop courte. Les longueurs d'aiguille sont actuellement proposées en 4 mm et 14 mm dans les jeux sous-cutanés conçus pour ce traitement. Si une aiguille plus longue est nécessaire, des papillons un peu plus longs que 14 mm peuvent être utilisés. Un simple papillon calibre 23 ou 25 peut être efficacement utilisé pour ce traitement. Le calibre de l'aiguille affectera le débit de la perfusion. Une aiguille de calibre 27 pourrait mettre plus de temps qu'une aiguille de calibre 23 ou 24. Le choix du calibre de l'aiguille est important en fonction du type de perfusion, lente ou rapide, que le patient souhaite. Le choix de l'aiguille devrait être basé sur les préférences du patient. Prenez également en compte la quantité de tissu sous-cutané. Ce traitement ne fonctionne parfois pas très bien chez des patients ayant des peaux très fines ou ayant une masse grasse assez faible, par exemple un marathonien de 27 ans. Plusieurs sites de perfusion seront nécessaires, même si le patient ne sera pas en surpoids. Plusieurs sites de perfusion sont utilisés lorsque les tissus sous-cutanés sont fins. Essayer d'injecter toute la dose dans un ou deux sites pourrait provoquer des gênes importantes. L'administration du traitement en sous-cutané est une procédure très basique. Comme toutes les procédures, elle doit commencer avec une zone propre et les patients devraient bien se laver les mains et préparer leurs médicaments sur une surface propre. La deuxième étape consiste à examiner le produit. Il faut contrôler la date d'expiration et le produit. Parfois, l'immunoglobuline peut être un peu trouble et peut avoir une couleur jaune. Nous avons constaté que la plupart des traitements sont administrés lorsque le produit est entre la température ambiante, environ 75 degrés Fahrenheit, et la température du corps, environ 95-96 degrés Fahrenheit. Cette différence de 20 degrés peut être importante pour la réussite de la perfusion, et les patients peuvent chauffer le médicament en le plaçant près de leur corps pendant 10-15 minutes avant l'administration. En d'autres termes, une autre décision que les patients peuvent prendre en fonction de leur tolérance. Le médicament ne devrait jamais être chauffé artificiellement, dans un four micro-ondes, cuisinière ou à l'eau chaude. Après avoir contrôlé la date d'expiration et la solution, le médicament peut être tiré. Les patients pourraient éprouver plus de difficultés à tirer le médicament qu'à insérer l'aiguille ou à s'administrer le traitement. Il s'agit d'un problème de manipulation et de dextérité nécessitant juste un peu de pratique, mais pouvant être rapidement maîtrisé. Les patients doivent comprendre que le produit est contenu dans un flacon sous vide et qu'il faut l'évacuer pour pouvoir sortir le produit du flacon. Si une aiguille est utilisée pour tirer le médicament, de l'air doit être introduit dans le flacon et le plongeur de la seringue tiré en arrière. Un pic médical ou une aiguille de transfert pourvue d'un filtre qui laissera passer l'air lorsque le produit sera retiré peuvent également être utilisés. Les deux méthodes sont appropriées. Vous devez voir quel équipement est fourni au patient et lui apprendre à s'en servir. L'étape 6 correspond au choix du site,
dont nous avons déjà parlé. Avant l'étape 7, illustrant l'insertion de l'aiguille, nous devons parler du pompage de la tubulure. Rappelez-vous que le médicament irrite le derme. C'est pourquoi nous devons utiliser une technique d'insertion sèche pour le traitement en sous-cutané. Il ne faut pas pomper le médicament tout le long de la tubulure jusqu'à l'aiguille. Il est important de laisser une petite quantité d'air au bout de la tubulure afin d'éviter que de l'immunoglobuline G ne sorte de l'aiguille. Il n'y a donc aucun risque d'introduction de médicaments dans le derme lors de l'insertion de l'aiguille. Les patients doivent apprendre à pomper et à s'arrêter avant la fin de la tubulure. Après avoir tiré le médicament, l'insertion de l'aiguille est probablement l'étape avec laquelle les patients ont le plus de difficultés. Personne n'aime se faire d'injection. Cependant, l'insertion de l'aiguille peut être très facile. Pour la plupart des gens, cela peut être compté. 1, 2, 3, avant d'insérer l'aiguille, ou prendre une grande inspiration, puis insérer. En général, on insère l'aiguille à un angle de 90 degrés. L'aiguille entre tout droit, puis est fixée avec de l'adhésif. Une fois l'aiguille entrée, il est important de contrôler qu'elle ne soit pas dans un vaisseau sanguin. Ce médicament doit être administré en sous-cutané et non pas par intraveineuse. La seringue doit être retirée pour s'assurer qu'il n'y ait pas de retour sanguin. Il n'y a aucun vaisseau sanguin majeur dans le tissu sous-cutané. Seuls de petits capillaires, de petites vénules et de petites artérioles. Il est donc rare d'entrer dans un vaisseau. Il est possible de piquer dans l'un de ces petits vaisseaux au passage de l'aiguille, ce qui pourrait entraîner un saignement. Mais un saignement ne signifie pas automatiquement que l'aiguille ait traversé un vaisseau. L'aiguille est maintenant acérée et maintenue avec de l'adhésif. La seringue a été chargée dans une pompe, comme montré à l'étape 10. La pompe est mise en marche et la perfusion démarre. La durée de la perfusion dépendra du débit de la pompe, de la taille de la tubulure, de la taille de l'aiguille, de la viscosité du liquide, de la température du liquide et de la pression de retour du site de perfusion. Le retrait de l'aiguille ou la fin de la perfusion est une procédure simple. Les patients devront vider la tubulure avec un peu d'air jusqu'à ce qu'ils entendent un pop dans leur peau. Cette procédure fait sortir le médicament de la tubulure et crée une petite bulle au bout de l'aiguille, un petit clapet à air qui empêche le médicament de coller du site. La dernière étape consiste à enregistrer le numéro de lot de médicament que vous avez administré, le site que vous avez utilisé, la durée de la perfusion et s'il y a eu ou non une réaction sur le site de perfusion. Les problèmes post-perfusion devront être corrigés. Il y a d'éventuelles réactions sur le site d'injection. La bonne nouvelle est que ces réactions tendent à être pires lors des premières perfusions et à diminuer drastiquement au fil du temps, ce qui est logique. Lorsque cette perfusion est administrée pour la première fois, le corps du patient s'en défend, entraînant des gonflements et des rougeurs sur le site. Lors des perfusions suivantes, le corps reconnaît le médicament. Il ne le considère pas comme un étranger et ne déclenche pas le mécanisme de défense. Lors des perfusions suivantes, les réactions localisées du site diminuent, jusqu'au point où, au bout d'un moment, les patients qui se seront injectés ce traitement ne feront plus aucune réaction. Les ajustements importants que l'infirmière doit prendre en compte avec les patients sont la longueur de l'aiguille, l'emplacement des sites, le débit de la perfusion et le volume injecté sur chaque site. Les débits de perfusion et les volumes des sites font partie des données de prescription, mais peuvent être modifiés selon les souhaits du patient en collaboration avec le prescripteur et l'infirmière enseignante. Il est important de prendre en compte les inquiétudes des patients et de les aider à surmonter leurs difficultés et à résoudre leurs problèmes. La réussite du traitement en sous-cutané dépend vraiment de la manière dont les patients perçoivent leur traitement, de la manière dont ils l'intègrent à leur mode de vie et de la résolution des problèmes qu'ils rencontrent. Ce graphique montre que les réactions localisées diminuent avec le temps. Plus vous vous perfusez,
plus votre corps reconnaît le médicament et moins vous faites de réactions sur le site d'injection. Les réactions attendues sur le site d'injection incluent des rougeurs, des gonflements et une gêne. J'ai enseigné à administrer le traitement en sous-cutané à presque 200 patients et aucun ne m'a dit que le traitement était douloureux. Les patients m'ont dit que c'était une sensation très spéciale, mais aucun d'entre eux n'a dit que ce traitement était douloureux. Il pourrait y avoir un prurit local ou une perte de coloration sur le site. Il pourrait y avoir un prurit sur le site pendant ou après la perfusion. Si la peau est tendue, logiquement, elle pourrait un peu gratter. Cette diapositive montre un exemple de réaction modérée sur le site d'injection. 15 minutes avant la fin de la perfusion, lorsque presque la totalité du médicament a été injecté, une bosse se forme. Il s'agit de la concentration du médicament. La bosse grossit un peu à la fin de la perfusion, puis dégonfle progressivement jusqu'à ce qu'elle et le gonflement disparaissent. Chez la plupart de mes patients, le gonflement ne dure que quelques heures, et lorsqu'ils se lèvent le lendemain, il n'y a plus rien. Il s'agit d'un exemple de réaction plus sévère montrant une décoloration et un gonflement. Celle-ci serait également considérée comme une réaction modérée sur le site, mais plus importante que celle de la diapositive précédente. Il s'agit d'autres exemples de réactions. Il s'agit d'un enfant ayant 3 sites séparés gonflés et rouges sur l'abdomen. Les réactions systémiques à l'immunoglobuline en sous-cutanée sont rares. Même les patients qui avaient besoin d'une médication avant de recevoir de l'immunoglobuline par intraveineuse n'en ont généralement pas besoin pour l'immunoglobuline en sous-cutanée. Étant donné qu'une faible dose est administrée dans le tissu sous-cutané, où elle est absorbée très lentement, il n'y a pas de gros pics d'immunoglobuline. Par conséquent, les effets indésirables associés au pic sont réduits. Un pré-traitement de routine n'est donc pas du tout recommandé. Nous avons démontré qu'il pouvait y avoir des réactions locales dont la gravité peut varier. La bonne nouvelle est que ces réactions locales tendent à diminuer au fil du temps à mesure que le corps et les cellules sous-cutanées s'habituent à l'immunoglobuline. Le traitement des réactions locales est intuitif. Si une zone est chaude et gonflée, des compresses chaudes ou froides peuvent être utilisées pour se soulager. Si vous ressentez des douleurs ou une gêne, prenez du paracétamol ou de l'ibuprofène pour atténuer la douleur. Certains patients se plaignent qu'après leur perfusion sous-cutanée, leur peau gratte. Il a été déterminé que les irritations étaient le résultat d'un étirement des cellules de la peau. Le diphénhydramine systémique ou d'autres antihistamines ne font généralement pas disparaître le prurit. La meilleure approche est de traiter point par point avec de l'hydrocortisone ou en refroidissant la zone. Il est vital de veiller à ce que les patients connaissent bien leur maladie, comprennent leur traitement, ainsi que les raisons de ce dernier. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez n'enseigner qu'une fois. Cet enseignement doit être renforcé pour aider les patients à comprendre. Pour évaluer leur compréhension, vous devrez leur demander de démontrer ce qu'ils savent. Enseigner l'ensemble de compétences nécessaires est important. Vous ne pouvez pas prescrire un traitement sans avoir montré au patient comment le faire et sans l'avoir aidé à trouver la méthode qui fonctionne le mieux pour lui. Dans la continuité, il est important de veiller à ce que vous trouviez un programme qui fonctionnera pour les patients et qu'ils pourront suivre. Un programme perçu comme compliqué par un patient ne fonctionnera pas. Si vous pensez que le patient a besoin de 5 sites de perfusion et qu'il pense que se piquer lui-même sera difficile, il ne pourra pas insérer 5 aiguilles. Par conséquent, il ne pourra pas suivre le traitement. La résolution des problèmes est également importante. Il devrait y avoir des questions de suivi telles que « Comment se passe le traitement ? Quel type de problème avez-vous ? Y a-t-il des problèmes que vous souhaiteriez rectifier avec mon aide ?
Heureusement, les précédents orateurs ont également abordé ce point. En conclusion, l'immunoglobuline en sous-cutanée est un traitement sûr et efficace. Il offre un anticorps de remplacement et une prophylaxie contre les infections. La plupart des patients sont très satisfaits de ce traitement. Ils ont repris le contrôle de leur vie et gèrent leur maladie. Le point essentiel que les fournisseurs de soins de santé doivent reconnaître est qu'un enseignement et une surveillance continue sont importants. Les patients doivent être suivis et une communication constante est requise. Comment se passe votre traitement? Avez-vous des problèmes avec vos perfusions? Voudriez-vous accélérer ou ralentir vos perfusions? Voudriez-vous mettre un terme à ce traitement le plus rapidement possible? Il existe de nombreuses combinaisons dont chaque patient pourra bénéficier et qu'il pourra suivre et dont il sera satisfait. Merci.